Bonjour tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois, nouvelle vidéo, nouvel exercice sur les heures supplémentaires. Cette fois-ci, nous passons aux approfondissements. Dans le cas que je vous propose d'effectuer ensemble, il s'agit d'une entreprise qui a passé un accord d'annualisation avec mise en place de RTT. C'est un vrai cas, hein. J'ai pris un extrait d'accord sur Légifrance. L'exercice en lui-même n'est pas très compliqué, donc j'avoue que j'ai mis l'accent sur le bulletin de paie. J'ai fait en sorte que la salariée ait un salaire supérieur au plafond de la sécurité sociale. Je crois que je vous ai ajouté, je suis sûre même que je vous ai ajouté de la retraite supplémentaire, et je détaille davantage les calculs. Je pense surtout aux calculs concernant la rubrique autres contributions dues par l'employeur. Donc écoutez, trêve de bavardage, je vous propose de passer directement à l'exercice. À tout de suite. Alors, on se retrouve donc sur Excel avec une salariée qui est en contrat de travail CDI, temps plein. Elle n'est pas cadre et elle travaille au sein d'un service administratif. Elle perçoit de surcroît 27 euros de l'heure. Notre salariée au sein de cette entreprise est soumise à l'accord de l'entreprise, donc à un régime d'annualisation du temps de travail sur une base horaire de 35 heures. Et il est convenu que l'horaire de travail collectif serait de 37 heures, ce qui veut dire que la salariée va effectuer toutes les semaines 2 heures supplémentaires au terme de l'accord, concrètement, que la répartition de ces horaires donc, de travail sera établie par son responsable de service en fonction des besoins du service en question, mais par contre, son responsable devra veiller, c'est expressément noté dans l'accord, à ce qu'elle ait une durée de repos pour le déjeuner de 45 minutes minimum entre 12 heures et 14 heures. On est bien d'accord, au niveau légal, c'est 20 minutes. Mais l'accord ici précise que ce sera 45. Pour les salariés en question, c'est 45. Donc en contrepartie de sa durée de travail, à savoir donc en contrepartie du fait qu'elle travaille 37 heures au lieu de 35 heures par semaine, la salariée va bénéficier de 12 jours de RTT, dont une journée de solidarité. Concrètement, ça signifie qu'en réalité, elle aura 11 jours de RTT à prendre, et le 12e jour, elle travaillera et son salaire sera reversé à l'URSSAF par son employeur au titre de la solidarité, de la cotisation solidarité autonomie. Donc ce nombre sera proratisé en cas d'entrée-sortie en cours d'année ou en cas d'absence non assimilée à du temps de travail effectif. Donc c'est un point qui peut être important, mais on ne va pas avoir à le traiter dans l'exercice en question. Donc je descends pour voir avec vous les horaires et les relevés d'heures sur le mois en cours, et je ne vais pas pouvoir, c'est dommage, afficher intégralement son relevé. Donc je le poserai sur le site pour les personnes qui veulent faire l'exercice en autonomie, et toujours pareil, je vous déposerai la correction du bulletin dans le Google Drive, pardon. Je me perds dans mes explications. Donc, première semaine, notre salariée travaille, on va dire, normalement. Elle fait ses 2 heures supplémentaires habituelles, mais elle ne fait rien de plus, rien de moins. Et on voit que ses horaires de travail sont de 8h30, 12h30, 13h30, 17h, du lundi au jeudi, et le vendredi, elle finit 30 minutes plus tôt, donc elle peut partir à 16h30 en week-end. On se rend compte qu'en semaine 2, la salariée va bien effectuer ses horaires habituels le mardi ici et le vendredi, mais qu'elle va effectuer des heures supplémentaires, a priori encore plus supplémentaires si je puis dire, le lundi, puisqu'elle va travailler de 8h à 14h et de 14h30 à 17h30. Le mercredi, puisqu'elle va travailler de 8h à 13h, puis de 14h à 18h. Et le jeudi, où elle va travailler également de 8h30 à 13h et de 14h à 18h. En semaine 3, notre salariée
est en RTT le lundi. Et puis les autres jours, eh bien ma foi, elle travaille comme d'habitude. Rien de nouveau sous le soleil. En semaine 4, notre salarié fait ses horaires habituels, il ne se passe rien. Et le lundi 30, bah si j'ai réussi à tout afficher, dis donc. Le lundi 30, la salariée travaille comme d'habitude de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Donc je vous propose de voir ensemble la correction. Attention, pour les personnes qui ne veulent pas la voir, je vous invite à faire une pause, hein, comme d'habitude. Et on va la commenter tout ensemble. Alors, hop, on revient et on voit de quoi il retourne. Donc, première semaine, la salariée travaille 37 heures. Ok, 35 moins 2, ben voilà, on a 2 heures qui sont les heures supplémentaires qui vont permettre à la salariée de bénéficier donc de journées de RTT. Ces heures-là ne seront pas rémunérées. On va comptabiliser 35 heures sur son bulletin de paie. Simplement, on sait que la salariée pourra prendre ces fameuses journées de RTT en contrepartie. Deuxième semaine, la salariée a travaillé 41 heures. Vous avez peut-être remarqué, je fais une première aparté, mais vous avez peut-être remarqué que j'avais lourdement insisté sur le fait tout à l'heure que la salariée reprenait à 14h30. Or, l'accord précise bien que la salariée doit avoir 45 minutes minimum de pause déjeuner. En l'occurrence, son responsable de service ici n'a pas respecté ce temps de pause, en fait. Même si la pause minimum de 20 minutes, la pause légale minimum de 20 minutes est respectée, dans la mesure où la salariée est soumise à l'accord, l'employeur aurait dû lui octroyer une pause de 45 minutes. Voilà, c'était juste une petite aparté pour que vous puissiez voir qu'un accord collectif peut avoir une répercussion quand même importante, non seulement sur l'organisation du temps de travail, mais aussi sur les droits des salariés, ce qui peut expliquer que parfois, si vous comparez à d'autres personnes, vous avez l'impression de ne pas être soumis aux mêmes règles. Ce peut clairement être le cas, s'il y a un accord qui a été signé, bien entendu. Donc, je ferme la parenthèse. On voit ici que notre salarié a effectué 41 heures de travail, 2 heures, donc soit 6 heures pardon, de plus que ne le prévoit la durée légale de 35 heures. 2 heures ne seront pas comptabilisées puisque elles vont permettre l'octroi des fameuses RTT. Et par contre, 4 heures seront majorées et elles seront majorées de 25%. Je vous renvoie à l'exercice sur les bases de calcul si vous ne comprenez pas pourquoi c'est 25 plutôt que 50%. Alors, donc, nous passons en semaine 3. Notre salarié a déposé une journée de RTT le lundi. Et puis, les autres jours, elle a les horaires, on va dire, habituels. Elle a travaillé donc 29h50, 2 heures seront décomptées au titre de la RTT. Et nous sommes bien d'accord que sur le bulletin de paie, on pourra noter qu'effectivement, elle a pris sa journée de RTT le lundi, mais c'est bien 35 heures qui seront rémunérées. Nous ne comptabiliserons aucune absence. En semaine 4, la salariée a effectué ses horaires, on va dire, normaux. Et puis le lundi 30, elle a effectué donc 7h30 concrètement. Alors, donc la partie brute du bulletin va donc se présenter sous cette forme. Salaire de base, donc 151,67 fois les fameux 27 heures, ça fait 4095. Elle a effectué 4 heures supplémentaires majorées à 25%. Donc, avec la majoration, pardon, ça fait 33,75 € de l'heure, on va ajouter 135 €. Et on compte que effectivement la salariée a déposé un jour de RTT. C'est bon pour vous? Alors, on passe au bulletin alors. Alors, donc pour réaliser le bulletin, nous savons que l'entreprise compte 250 salariés. Nous nous situons en janvier, donc nous n'aurons pas de régule à effectuer. Le taux versement transport va être de 2% et le taux accident du travail de 1,4%. La salariée a le statut avec un E, ça serait bien avec un E. La salariée a le statut de non-cadre et elle est en CDI.
La prévoyance des non-cadres est de 0,7% pour la salariée et de 0,5% pour l'employeur sur la tranche A, et elle est de 1% en totalité sur la tranche B, répartie équitablement entre l'employeur et la salariée. La retraite supplémentaire, puisque j'ai également ajouté de la retraite supplémentaire, donc la retraite supplémentaire non cadre bien sûr, est de 0,5% sur les tranches 1 et 2 pour la salariée, et elle sera au même taux pour l'employeur, donc 0,5%. La couverture santé, donc la mutuelle si vous préférez, est une somme forfaitaire de 180 € qui va être répartie à 40% pour la salariée et 60% pour l'employeur. Et le taux passe va être de 2,3%, et pour le reste, je laisse votre imagination faire. Alors voyons le bulletin en détail à présent et décortiquons-le si vous voulez bien. Alors, la somme du brut, nous allons passer très rapidement parce qu'elle est conforme à ce que nous venons de calculer. Je ne pense pas que cela pose de problème. Et on va s'attarder davantage sur tout ce qui est cotisation et contribution sociale. Donc, première ligne, maladie, maternité, invalidité, décès. La base, c'est le salaire, donc c'est assez simple. Et le taux patronal ici va être de 13%. Pourquoi? Parce que le salaire est supérieur à 2,5 SMIC. Si le salaire avait été inférieur ou égal à 3 886,46 €, on aurait appliqué un taux de 7%, donc un taux minoré de 7%, ce qui aurait permis à l'employeur de faire une économie de 6%, soit 26% fois 4 230,09. La complémentaire, donc incapacité, invalidité, décès, donc c'est la prévoyance en fait, tout simplement. Elle porte sur les tranches A et sur les tranches B. Donc la tranche A, elle est plafonnée à un plafond, elle court de 0 à 3 428. Le salaire étant supérieur à la tranche A, le montant que l'on retiendra sera le montant maximum de la tranche A, à savoir 3 428 €. Pour la complémentaire, donc prévoyance sur la tranche B, cette fois-ci, la tranche B court de 1 plafond à 4 plafonds, soit de 3 428 à 13 712. Le montant de 13 712 est largement supérieur au salaire, donc on retiendra le montant du salaire, et la tranche B sera égale à 4 230,09 moins 3 428 qui sont passés, qui ont été comptabilisés en tranche 1. La complémentaire santé, c'est un montant forfaitaire avec 40% pour le salarié, 60% pour l'employeur, sans surprise. L'accident du travail, on applique le taux qu'on nous a indiqué, et la base est le salaire, sans difficulté non plus. Sécurité sociale plafonnée, donc cette fois-ci elle est plafonnée forcément au plafond mensuel, donc 3 428, encore une fois, 4 230,09 étant supérieur à 3 428, eh bien on va retenir ce montant de 3 428. Pour la sécurité sociale déplafonnée, forcément le plafond saute et on prend le montant du salaire. Complémentaire tranche 1, la tranche 1 égale la tranche A, égale donc un montant compris entre 0 et 3 428. Toujours pareil, 3 428 est la limite de la tranche 1, le salaire est de 4 230,09, il est supérieur, donc on s'arrête et on retient la limite de la tranche 1, à savoir 3 428. Pour la tranche 2, alors il y a une petite différence entre la tranche 2 et la tranche B que l'on ne voit pas forcément au quotidien, parce qu'elle ne va concerner finalement que les salaires vraiment très importants, dans la mesure où la tranche 2, elle court de 1 plafond à 8 plafonds et non pas seulement 4, comme c'est le cas pour la tranche B. Donc concrètement, elle court de 3 428 à 27 424 €. Donc le salaire est évidemment largement inférieur à 27 424 €, donc la limite sera le salaire, et comme précédemment, pour calculer la part de la tranche B, ça sera 4 230,09 moins le plafond de la tranche 1, donc 3 428, ce qui donne encore une fois 802,09. On est bien d'accord
que si on avait eu un salarié qui avait perçu, qui avait perçu un salaire par exemple de 30 000 euros par mois, on aurait un plafonnement à 27 424. Donc le montant ici aurait été de 27 424, moins 3 428. Parce que le salaire aurait été supérieur à la limite de la tranche. La contribution d'équilibre technique, elle est égale aux tranches 1 et 2 unies, c'est-à-dire au montant compris entre 0 et 3428, plus les montants compris entre 3428 et 27 424, donc en résumé au montant compris entre 0 et 27 424. Le salaire, encore une fois, est largement supérieur à 8 plafonds, donc c'est le salaire que l'on retiendra et qui servira de base. La retraite supplémentaire suit la même logique dans l'exemple que nous avons pris que la complémentaire, donc elle va porter sur les tranches 1 et sur et sur les tranches 2 de la même façon. Donc là, je descends, Voilà, donc la cotisation sécurité sociale porte sur le salaire et on voit ici que le salaire étant inférieur cette fois-ci à 3,5 SMIC, donc 5 441,04, on va appliquer un taux minoré de 3,45 puisque le taux normal est de 5,25. Donc l'employeur fait une économie de 5,25 moins 3,45 égale 1,8%, soit 1,8 que multiplie 4230,09 qui sont économisés parce que le salarié a un salaire inférieur à 3,5 SMIC. Le calcul du chômage tranche A et tranche B, donc là c'est on ajoute à nouveau les tranches. Donc tranche A de 0, je suis pas sur la bonne ligne. Tranche A de 0 à 3428, tranche B de 3428 à 13 712. Donc on va retenir, on va dire, la part du salaire qui va être compris entre 0 et 13 712, à savoir le salaire intégral, donc 4 230,09. Et on va appliquer les taux. Donc vous vous souvenez, par contre je ne l'ai pas indiqué ça, mince. Je n'ai pas indiqué précédemment que pour le chômage, on regroupe de la même façon que pour la sécurité sociale, on regroupe certaines cotisations ensemble. En l'occurrence, le chômage est un regroupement de la cotisation chômage à proprement parler et de la cotisation AGS. D'accord. Et de la même façon, pour la retraite complémentaire, le taux ici est un regroupement de la cotisation Agirc-Arrco, donc la retraite proprement dite, et de la cotisation CEG. L'APEC, l'APEC on n'en a pas, parce que le salarié n'est pas cadre, mais sinon elle aurait fonctionné suivant le même principe que la cotisation chômage. Les autres cotisations dues par l'employeur, alors je détaille plus bas, on ne le verra pas forcément dans cette vidéo parce que j'ai peur que ce soit trop long sinon. Je pense que je vais je vais découper cet exercice en deux parties et que dans une vidéo complémentaire, je vais regrouper donc le calcul des autres cotisations et le calcul du taux d'exonération des cotisations salariales sur les heures supplémentaires. Puisque c'est une partie qui est hyper technique, enfin quand même très technique, donc je pense que pour les débutants je ne sais pas si c'est vraiment adapté, et puis surtout qu'en termes de longueur, ça va vraiment poser problème pour moi, je l'avoue. Au niveau du téléchargement, ça risque d'être très long et peut-être également pour vous. De toute façon, pour les personnes qui voudront les voir en suivant, il n'y a pas de problème, les liens le permettront. Donc je ferme la parenthèse. Et je passe, alors CSG, on va voir un petit peu là-dedans tout de suite dans le détail, donc je n'en parle pas tout de suite. La réduction sur les charges patronales, l'ex-Fillon, le salaire est largement au-dessus d'1,6 SMIC, donc le montant est forcément de 0. Total des cotisations, comme le nom l'indique, c'est la somme de l'ensemble des cotisations, qu'elles soient salariales ou patronales.
Donc je continue de descendre. Hop. Le net à payer va être égal au salaire brut, ici, auquel on va déduire évidemment les cotisations salariales et on va ajouter ou déduire les éléments du net. On va ajouter par exemple les remboursements de frais et puis on va déduire les acomptes, les saisies sur salaire, les titres, les participations salariales au niveau du titre restaurant, que sais-je encore. Hop. Dans évolution de la rémunération due à la suppression des cotisations maladie et chômage, c'est une rubrique, on va dire, de communication politique qui vise à montrer aux salariés que du fait de la réforme, ils perçoivent un salaire plus important qu'il n'aurait perçu. En l'occurrence, il perçoit 60 € de plus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'a plus à verser de cotisation maladie, il n'a plus non plus à verser de cotisation chômage, mais par contre, la base CSG a été légèrement augmentée, donc il va falloir la déduire, et la formule, ça va être la base maladie fois 0,75%, puisque c'était ce que la contribution du salarié, plus la base chômage fois 2,4%, qui était aussi la contribution salariale, moins la base CSG fois 1,7%, puisque la base a été élargie. La base sur l'impôt sur le revenu, on va le voir tout de suite. Le net à payer après passe, j'aurais dû presque ajouter, ça va être tout simplement le net avant passe moins le passe. C'est assez simple et logique. Allègement de cotisation, là aussi on est un petit peu beaucoup dans la communication politique. Cette fois-ci on montre quelles sont les économies réalisées par l'employeur. Donc elle se compose de quoi? Elle se compose de la réduction sur les charges patronales, auxquelles on va ajouter les éventuelles réductions, économies réalisées par l'employeur lorsqu'on réduit les taux. Par exemple ici, l'employeur a un taux qui est de 3,45 comme on a vu pour la CAF au lieu de 5,25, donc il réalise une économie de 4230,09 fois 1,8, ce qui donne 76,14 d'économie réalisée. Si on avait eu un taux de 7% en maladie, eh bien on aurait ajouté 6% fois 4230,09 au niveau de l'allègement. Voilà, et le total versé par l'employeur va être égal, c'est une sorte de surbrut, on va dire, de superbrut, va être égal au salaire brut et auquel on va additionner le total des cotisations patronales. On n'ajoute pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les montants qui vont figurer ici, y compris tout ce qui va être indemnité de licenciement par exemple, lorsque l'employeur s'en tient au minimum légaux et n'a donc pas aucune cotisation n'est donc à verser dessus. On n'ajoutera pas les parts patronales, les titres restaurants ou que sais-je encore, tous les montants que l'employeur peut reverser aux salariés. On s'en tient de façon stricte au salaire brut plus aux cotisations patronales. Puis, alors, la base CSG-CRDS, donc sans les heures supplémentaires, on va prendre donc le salaire de base qu'on va multiplier par 98,25 et on va ajouter, sans surprise, la part patronale de prévoyance ainsi que la part patronale de complémentaire santé, donc de couverture santé, de mutuelle si vous préférez, mais on va également ajouter la part patronale ou les parts patronales de retraite supplémentaire. Ce qu'on n'avait pas fait précédemment, tout simplement parce que nous n'avons pas de retraite supplémentaire. Donc le point peut-être à noter, c'est qu'effectivement la retraite supplémentaire, en tout cas les parts patronales de retraite supplémentaire, entre dans le calcul de la base de la CSG-CRDS. La base CSG-CRDS sur les heures supplémentaires, sans surprise, 135 fois 98,25. Et la base basse, ça va être le salaire brut, auquel on va déduire bien sûr les heures supplémentaires parce qu'elles ne sont pas imposables. On va également déduire les cotisations
salariale évidemment. Et puis on va ajouter la CSG, CRDS, imposable ou non déductible sur le salaire, on va dire hors heures supplémentaires. On va ensuite ajouter la CSG, CRDS intégrale sur les heures supplémentaires, puisque les heures supplémentaires ne sont pas imposables en elles-mêmes, mais en contrepartie, leur CSG, on va dire, va être intégralement soumise à impôt. Et on va enfin ajouter la part patronale de mutuelle. On n'ajoute pas la part patronale de retraite supplémentaire et comme on a eu l'occasion d'en parler, on n'ajoute pas non plus la part patronale de prévoyance. Donc pour le PASS, on n'ajoute que la mutuelle ou la couverture santé. Et pour la CSG, par contre, c'est la totale. Hein, on ajoute prévoyance, mutuelle, couverture santé et retraite supplémentaire. Alors, il nous reste à voir donc les autres contributions. Vous voyez pourquoi je fais en deux parties. Les autres contributions et surtout le calcul du taux d'exonération parce qu'il y a un petit bins. Vous allez voir, c'est assez complexe quand même. Donc je me dis que ça peut être bien de le voir un petit peu à part. Et pour les personnes qui... dans une deuxième partie plus exactement, pour les personnes qui débutent plus, j'ai envie de dire, si ça vous semble abscon, c'est normal. Gardez-le en tête et ne vous en formalisez pas, ne vous en inquiétez pas surtout. Donc voilà pour la première partie. Je filme en suivant de mon côté et je placerai également en suivant la deuxième partie. Je vous indiquerai le lien si vous passez par YouTube dans un commentaire épinglé peut-être ou dans la barre d'infos. J'avoue que je ne sais pas encore. Et pour les personnes qui passent directement par le site, je mettrai tout simplement les deux vidéos l'une sous l'autre et vous pourrez regarder les deux ou l'une ou l'autre en fonction de ce que vous souhaitez. Et bien entendu, je place dans le Google Drive, dans le partage, la correction intégrale en seul tenant. Allez, je vous dis à tout de suite.